G, volume 1, chapitre 11. Lorsque les dames se retirèrent après le dîner, Elisabeth se hâta d'aller rejoindre sa sœur, et après s'être assurée qu'elle ne risquait pas de prendre froid, l'accompagna au salon. Elle fut accueillie par ses deux amies avec de grandes démonstrations de joie. Elisabeth ne les avait jamais vues aussi charmantes qu'elles le furent durant cette heure passée ensemble avant l'arrivée des messieurs. Elle possédait beaucoup de talent pour la conversation, sachant décrire avec exactitude une réception, conter une anecdote avec humour et se moquer des gens de connaissance avec brio. Pourtant, dès l'entrée de l'élément masculin, Jane cessa d'être au centre de leurs préoccupations. Le regard de Mademoiselle Bingley se tourna instantanément vers Darcy, et elle trouva quelque chose à lui dire avant qu'il eût fait quelques pas. Il s'adressa aussitôt à Mademoiselle Bennet pour poliment la féliciter de son rétablissement. Monsieur Hurst s'inclina aussi légèrement devant elle et se dit très heureux. Mais chaleur et effusion restèrent l'apanage des salutations de Monsieur Bingley. Il se montra rayonnant et plein d'attention. C'est ainsi qu'il consacra la première demi-heure à entasser des bûches dans la cheminée, de crainte qu'elle n'eût à souffrir d'un changement par rapport à sa chambre. À sa demande, elle passa de l'autre côté de l'âtre pour être plus éloignée de la porte. Quand ce fut fait, il s'assit près d'elle et c'est à peine s'il trouva le moyen de parler à quelqu'un d'autre. Elisabeth, qui s'occupait de son ouvrage dans le coin opposé, observa la scène avec grand plaisir. Quand on eut pris le thé, M. Hurst rappela à sa belle-sœur l'opportunité de commander la table de jeu, mais en vain. Elle avait appris indirectement que M. Darcy ne souhaitait pas jouer aux cartes, et la requête de son beau-frère, quand elle lui fut ouvertement présentée peu après, se heurta à un refus. Elle l'assura que nul ne voulait jouer, et le silence général parut lui donner raison. Il ne resta donc plus à M. Hurst qu'à s'étendre sur l'un des sofas et à s'assoupir. Darcy prit un livre, Mademoiselle Bingley l'imita, et Madame Hurst, dont la principale occupation consistait à s'amuser de ses bracelets et de ses bagues, se mêla de temps à autre aux propos de son frère et de Mademoiselle Bennet. L'attention de M. Bingley était tout autant requise par la lecture que faisait M. Darcy de son ouvrage, que par le sien propre. Sans cesse, ou bien elle lui posait une question, ou elle jetait un coup d'œil à sa page, elle ne réussissait pourtant pas à l'entraîner dans une conversation. Il lui répondait et continuait à lire. Finalement, épuisée par ses efforts pour tirer un plaisir quelconque de son propre livre, elle avait choisi seulement parce qu'il était le second tome de celui qu'il lisait. Elle bâilla profondément et dit « Quelle plaisante façon de passer la soirée! Il n'est vraiment rien d'aussi divertissant que la lecture. On se lasse beaucoup plus vite de tout le reste. Quand j'aurai une maison à moi, je serai bien à plaindre si je ne dispose pas d'une excellente bibliothèque. » Personne ne réagit. Elle bâilla encore une fois, se débarrassa de son livre et promena son regard autour de la pièce dans l'espoir d'y découvrir quelque chose d'intéressant. Entendant alors son frère parler d'un bal à Mademoiselle Bennet, elle se tourna brusquement vers lui. « Dis-moi, Charles, es-tu véritablement sérieux en songeant à donner un bal à Netherfield ? Tu ferais mieux, avant de te décider, de consulter les souhaits des personnes présentes. Je me trompe fort s'il y a parmi nous des gens pour qui un bal tiendrait davantage de la punition que de l'amusement. » « Si c'est à Darcy que tu penses, » s'écria son frère, « il peut aller se coucher s'il le souhaite avant le commencement des réjouissances. Mais pour le bal, il n'y a pas à y revenir. Et dès que Nichols aura fait assez de potage à la reine, j'enverrai mes invitations. »« J'aimerais les bals bien davantage, » reprit-elle, « s'ils se passaient différemment, mais il y a quelque chose d'épouvantablement ennuyeux dans le déroulement ordinaire de ce genre de réunion. Il serait sûrement plus rationnel de faire de la conversation, au lieu de danse, l'objet principal des occupations de la journée. »« Ce serait beaucoup plus rationnel, ma chère Caroline, j'en conviens, mais cela ressemblerait beaucoup moins à un bal. » Mademoiselle Bingley ne répondit rien. Peu après, elle se leva et déambula dans la salle. Sa silhouette était élégante et sa démarche gracieuse, mais Darcy, pour qui tout cela était conçu, ne détourna pas son attention de son livre. Voyant qu'elle ne faisait aucun progrès, elle se résolut à tenter autre chose. Elle se tourna vers Elisabeth et dit « Mademoiselle Elisabeth, laisserez-vous
Laissez-vous persuader de suivre mon exemple et de faire un tour dans la pièce. Je vous assure que cela délasse quand on est resté longtemps assis dans la même position. » Elisabeth fut surprise, mais accepta tout de suite. Mademoiselle Bingley n'eut pas moins de succès pour ce qui constituait le seul sujet de sa civilité. Darcy leva les yeux. Autant qu'Elisabeth elle-même avait pu l'être, il s'était étonné de la nouveauté des attentions provenant de ce côté-là. Sans y prendre garde, il ferma son livre. Aussitôt il fut invité à se joindre à elle, mais il refusa, observant qu'il ne pouvait attribuer que 2 motifs au choix qu'elles avaient fait d'arpenter la pièce ensemble, et que sa présence à leur côté irait à l'encontre de l'un comme de l'autre. Qu'avait-il à l'esprit? On brûlait d'envie de savoir ce à quoi elle pensait. Mademoiselle Bingley demanda à Elisabeth si elle en avait quelque idée. « Je n'en ai aucune, répondit-elle, mais croyez-moi, son intention est de faire preuve de sévérité à notre égard, et le plus sûr moyen de le décevoir est de ne pas poser de questions. » Mademoiselle Bingley, toutefois, était incapable de décevoir M. Darcy en quoi que ce fût. Elle persévéra donc dans sa recherche d'une explication de ces 2 motifs. « Je n'ai pas la moindre objection à vous les expliquer, dit-il, aussitôt qu'elle lui eut permis de reprendre la parole. Si vous avez choisi ce moyen de passer la soirée, c'est que vous vous faites des confidences et avez des secrets dont vous désirez vous entretenir. Ou encore, c'est que vous savez que la marche met vos silhouettes en valeur. Dans le premier cas, en me joignant à vous, je vous embarrasserai. Dans le second, je suis davantage en mesure de vous admirer si je ne quitte pas le coin du feu. »« Fi donc, s'écria mademoiselle Bingley, je n'ai jamais rien entendu d'aussi abominable. Comment allons-nous le punir de tenir de pareils propos ? » ?»« Rien de plus facile, dit Elisabeth, pourvu que vous en ayez envie. Il nous est donné à tous de pouvoir nous tourmenter et nous punir les uns les autres. Taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment il faut s'y prendre. » »« Ma foi, non. Je vous assure que notre intimité ne m'a encore rien appris là-dessus. Comment taquiner la sérénité même et la présence d'esprit fait homme. Non, je crois qu'il peut défier tous nos efforts en ce domaine. Quant à nous moquer, nous ne donnons pas au ridicule, s'il vous plaît, en essayant de rire, sans que l'occasion s'y prête. Laissons à M. Darcy cette victoire. »« Il sera donc impossible, s'écria Elisabeth, de rire de M. Darcy. C'est un privilège singulier, et j'espère qu'il continuera d'être rare, car je trouverais bien dommage d'avoir beaucoup de gens de cette sorte parmi mes connaissances. J'aime beaucoup rire. »« Monsieur Bingley, dit-il, Mademoiselle Bingley, dit-il, m'a doté d'un pouvoir dont nul ne peut se targuer. Les plus sages et les meilleurs des hommes, même les plus avisés et les plus vertueuses de leur action, peuvent être tournés en ridicule par quelqu'un qui s'est donné pour objet principal dans la vie de faire des plaisanteries. »« C'est vrai, repartit Elisabeth, ces gens-là existent, mais j'espère ne pas être du nombre. J'espère ne jamais railler ce qui est sage et vertueux. Les folies et les absurdités, les bizarreries et les inconséquences me divertissent, je l'avoue, et je m'en amuse chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais ces faiblesses, je suppose, sont précisément ce dont vous n'avez pas à souffrir. Peut-être personne ne peut y échapper, mais durant toute mon existence, j'ai cherché à éviter les travers qui souvent exposent au ridicule l'esprit les plus rassis, tels que la vanité et l'orgueil. Oui, la vanité est un travers déplorable, mais l'orgueil, quand l'intelligence est véritablement supérieure, l'orgueil est toujours contenu dans de justes limites. » Elisabeth se détourna pour cacher un sourire. « Vous avez achevé votre examen de M. Darcy, je suppose, dit mademoiselle Bingley. Et quel en est le résultat, je vous prie ? » ?»« Je suis parfaitement convaincue de l'absence de tout défaut chez M. Darcy, absence qu'il reconnaît lui-même sans fausse honte. »« Non, répliqua celui-ci, je n'ai prétendu à rien de tel. J'ai bien des défauts, mais ce ne sont pas, j'espère, des défauts de l'esprit. Mon caractère, je ne saurais m'en porter garant. Je crois qu'il manque de souplesse. Il est sans doute trop rigide, en tout cas au goût des gens que je fréquente. Je ne parviens pas à oublier les folies et les vices d'autrui aussi vite qu'il le faudrait, ni les torts qu'ils m'ont fait subir. On ne réussit pas à m'influencer chaque fois que l'on me flatte. Je suis d'une humeur qu'on pourrait qualifier de rancunière. Quand je retire mon estime, c'est pour toujours. »« Que voilà un grand défaut, s'écria Elisabeth. Un ressentiment implacable déprécie les mérites d'un homme. Mais vous avez bien choisi votre faiblesse. Il m'est impossible d'en rire. Vous n'avez rien à craindre de moi. »
Il existe, je crois, dans toutes les dispositions une tendance à tomber dans un vice particulier, une imperfection naturelle dont même la meilleure éducation ne peut venir à bout. Chez vous, c'est une tendance à détester les gens, et chez vous, répoussa-t-il en souriant, à volontairement déformer le sens de leurs paroles. Et si nous faisions un peu de musique, lança mademoiselle Bingley qui se lassait d'une conversation où elle n'avait nulle part. Louisa, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je réveille Monsieur Hurst. Sa sœur n'éleva aucune objection. On ouvrit le piano, et Darcy, après quelques instants passés à se reprendre, n'en fut nullement fâché. Il commençait à percevoir le danger pour lui de trop s'intéresser à Élisabeth. Fin du chapitre